Hello my Bourgie, bienvenue sur cet épisode de Black Bourge. Pour cet épisode, j'ai l'honneur, le privilège, et je vous assure, j'ai transpiré pour la voir. Là, j'essaye de choper une interview avec ce monsieur-là, qui est sollicité et pris d'assaut de clarté. Donc j'essaye de trouver un endroit qui va être calme. Là, on va le faire en mode vlog, parce que peut-être ça va finir en vlog, finalement. Yes! Let's go! Let's go and see that. Enregistre, parle. T'as bien mangé? T'as bu quoi? On l'aura, cet épisode. On l'aura. Pour la petite histoire, je suis fan du podcast Entrepreneur State of Africa, où j'ai découvert Moulay en fait en tant que podcasteur, et j'ai aimé le ton décomplexé, impertinent, sans filtre, avec lequel il assume qui il est. Et je me suis dit, il me le faut absolument pour notre podcast. Et quand la vie a bien fait les choses et a bien arrangé les choses pour qu'on puisse se retrouver aujourd'hui, et je suis contente comme une petite fille. J'ai même mis pour la cause un collier acheté sur Africrea. Merci parce beaucoup. que Moulay est cofondateur d'Africrea et du groupe Anka. Exactement. Qui représente aujourd'hui. Donc on fait un tonnerre d'applaudissements. Pourquoi est-ce que j'ai voulu faire cette interview avec toi? Parce que le podcast Black Bourge s'adresse à des Noirs, des Afro-descendants, Bien sûr. et surtout à ceux qui se reconnaissent comme des Bourges. Oui, simplement. Qui ne sont pas de la plèbe, qui ne sont pas de la médiocrité ambiante que la masse essaie de nous verser dessus. Exactement. Et l'un des épisodes que j'ai enregistré au départ disait, est-ce qu'on est bourgeois ou est-ce qu'on le devient? Ouf! C'est des vraies questions. Je sais pas, je pense qu'il y a il y a un peu des deux. C'est un peu un mix de l'expérience que tu as qui peut renforcer ou au contraire annihiler. C'est-à-dire tu peux avoir des appétences pour les choses de qualité ou les belles choses, et qu'en fait l'environnement dans lequel tu grandis ne t'expose pas, au contraire dénigre ça. Tu sais, combien de fois moi on m'a traité de toubab quand j'ai grandi à Bamako, donc forcément tu sais à un bout d'un moment, si t'es pas suffisamment fort toi-même, tu commences à te dire que ta singularité est un problème. Mais justement, c'est super que tu abordes ça, parce que je voulais qu'on parle de ton upbringing. Tu es né en France, tu es resté un mois en même temps. Un mois, mais tu es un enfant du pays en fait. Grave. Tu as grandi. Un blédard, comme on les appelle. C'est ça le nom. On va venir sur le terme là, on va revenir dessus. Et tu as grandi au pays, tu as fait tes études là-bas. Yes, tout mon lycée. Mais tu étais considéré comme un toubab au pays? Ça dépend des environnements. Mais alors pourquoi justement? Quels étaient les traits de toubaberie que tu pouvais Franchement, ça dépend des niveaux, mais je me souviens que le jour où je suis quoi, il y a quand même un sujet. C'est quand une pote qui était elle-même, pas toubab, elle était marocaine, qui a même fait le lycée français, elle m'a regardé parce que j'ai dit un mot, elle a dit ouais, vraiment Moulay, t'es quand même un snob ou un gars qui se la raconte beaucoup. Parce que j'ai employé le mot, je me souviens, je disais que la salle de classe ressemblait à un capharnaüm. Et le mot capharnaüm, donc ton vocabulaire en général, te distingue de beaucoup de gens. Et je me souviens, ça m'a marqué parce que moi, je l'ai dit, j'ai même pas. Je suis passé à autre chose. Mais elle était choquée. Et les gens prenaient beaucoup ça comme étant un étalage de science et une espèce de distance que je créais. C'est ça. Donc j'ai appris quand je suis arrivé en France, parce que mon meilleur pote, lui, qui est aussi mon associé Kader, c'est quelqu'un qui au contraire a grandi en cité et ne lisait pas. Ok. Pourtant, ça n'enlève pas son intelligence. À chaque fois, il me disait Moulay, tu sais, t'es pas obligé d'employer le mot exact pour ce qui correspond. Des fois, tu gagnes plus à faire le mot approprié pour la personne en face. D'adapter ton langage ton niveau à la de population. Voilà. Ah, waouh. Que je vais apprendre. Donc, ça revient aussi au fait que quand tu as certains codes, dans le langage, dans les goûts, dans les choix même que tu fais, exact. Bah, en fait, et c'est d'où la conclusion que je faisais, c'est qu'on peut être bourgeois de cœur à cause de l'élégance, des goûts raffinés qu'on peut avoir sans forcément venir de milieux bien sûr, ça n'a rien à voir. Aisés ou riches. Oui, rien à voir. Et on a aussi, à contrario, des personnes qui sont très riches, qui n'ont aucune élégance. Aucun savoir-vivre, voilà, tout ça bien sûr. Waouh. Revenons sur ton parcours. Donc alors, tu étais au pays, mais tu étais à l'école française. Yes, même à l'école française, il y a des niveaux, comme tout. Ah bon? L'école française, c'est comme l'école américaine dans les films. Tu sais, il y a les populaires, les non populaires, les riches. Et puis l'école française en Côte d'Ivoire est différente de l'école française au Mali, où moi j'ai grandi, parce que chez nous, il n'y avait pas d'uniforme. Donc, par exemple, les habits étaient un symbole très fort.
Moi, combien de fois les gens se moquaient de moi parce que chaque année, j'avais un t-shirt Nike, un jogging Nike et une paire de Nike. Le reste, c'était pas de la marque. Et dans notre lycée, c'était limite bizarre. La base. C'était bon, les gens alternaient ça comme si c'était du chiffon. Il y a des gens qui faisaient toute l'année, mais mettaient pas le même habit. Ah oui. Oui, parce que leurs parents avaient les moyens de leur permettre C'est ça. ce rythme de... Il y en a pendant les vacances de tout ça, ils allaient faire des courses aux États-Unis, ils revenaient. Ah oui, Il y en d'accord. a qui chaque semaine regardaient des magazines de basket en disant ah, je te prendre cette chose, cette paire-là. Ça dépend des niveaux. Effectivement. Mais du coup, Ouais. étant à l'école française à Bamako, est-ce que tu grandis avec la culture française? Oui, quand même beaucoup, ouais. C'est sûr. C'est-à-dire que l'histoire qu'on t'enseigne, Oui. et celle des Français à peu de choses près, il n'y a quasiment aucune histoire africaine. Beaucoup des références sont quand même très françaises. Maintenant, les profs qu'on a ne sont pas toujours des Français. Il y en a maintenant de plus en plus des Africains qui donnent les cours là-bas, donc ça va, ils rajoutent un peu plus quand même de praticité dans ce qu'ils disent. C'est quand même plus couleur locale, on va dire. Mais oui, tu as quand même, beaucoup la culture française, très clairement. Et du coup, quand tu finis donc tes études, tu passes ton bac, et naturellement tu viens en France. Ouais. C'est un peu la suite logique. Ouais. Tu sais, j'ai eu un bac ES, et une fois que tu as un bac ES avec mention, tu sais, tout le monde te dit, bon, faire HEC, trucs comme ça. Ah oui. Donc j'ai atterri à Dauphine. Mais t'es pas arrivé n'importe où, hein? Ouais, je suis sorti de Bamako, de Badala straight jusqu'au dans le 16e, de l'à côté là. Bah, moi j'habitais à côté en fait. Voilà, j'étais Dauphine. à Paris-Dauphine, et là c'est là où j'ai compris encore une fois que oui, il y a des levels de bourgeoisie, c'est-à-dire que Exactement. l'un de mes super potes à l'époque, mon premier pote que je me suis fait le premier jour, parce que à Dauphine, il faut savoir qu'il y a 80% de femmes les premières années, C'est vrai? il n'y a quasiment pas de mecs. Non. Mais moi c'est là où j'ai vite compris qu'en fait oui, c'est vrai ce qu'on me disait que les femmes de manière générale surperforment académiquement par rapport aux gaillards, très loin. À Dauphine, dans ma classe, on était 30, il y avait 4 hommes. Non. Et c'était comme ça toutes les classes quasiment. Waouh. Mais est-ce que du coup, est-ce qu'il y avait d'autres noirs ou d'Africains? Non, il y avait dans tout l'amphithéâtre, les premières années, il y en avait 6, on était 600, on était 8 noirs, on se connaissait. Vous êtes 8, forcément au bout d'un moment, tu sais, vous repérez, tout de suite, vous savez. Mais c'était quelle nationalité? Il y avait pas mal d'Antillais. Ah oui? Quelques-uns. Étonnant. Ouais. Si c'est pas les Antillais, après c'est les Camers. Oui. En force, toujours, ils sont là. Et puis bon, bien sûr, il y avait un Malien, un Sénégalais perdu au milieu comme moi, quoi, c'est tout. Sinon les autres, c'est des Camers ou des Antillais. Tu sais, j'ai fait 5 années en école de commerce. Ok. Moi, j'étais à Lille, j'ai fait les États-Unis. Très bien. Et de tout mon parcours, j'ai jamais été en école avec des Antillais. Ah bon? Donc, dans ma tête, les Antillais n'allaient pas à l'école. Alors, ce qui est marrant, c'est que ceux que moi j'ai croisés, justement, disaient que c'était les seuls souvent. Oui. Mais en fait, à Dauphine, il y avait une surreprésentation, je pense, parce que. Il y a une part publique aussi. Publique aussi, ouais. Oui. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont en fait des bons élèves. D'accord. Qu'on oriente. Voilà, qu'on envoie là-bas. Mais c'est vrai que oui, plus tu montes, effectivement, moins il y en a. Moins il y en a. Ça c'est vrai. Après, c'est parce que j'étais aussi en école privée. Ah voilà, oui. Donc les moyens aussi fait que c'est un filtre. Dauphine, l'année, et que c'est quand même incroyable, il faut que les gens le sachent, c'est quand même une année qui coûtait qu'à 500 €. C'est tout? Oui. Les 5 années de Dauphine, les 5. Mais elle est cotée en plus. Oui, mais c'est l'une des dernières grandes écoles du système français. Et c'est pour ça que j'ai pu y aller, parce qu'à la base, quand mon père voulait que je fasse les prépas HEC, il m'a dit clairement, bon, même si tu as la prépa, même si tu es pris à HEC, il faudra prendre un crédit. Oui. C'est aussi le coût d'entrée. Je sais, c'est 10 000 € par an. Ah oui. C'est pas la même chose. 500 et 10 000, j'ai dit à mon père, bon, Dauphine, ça n'a pas mal non plus. Donc, c'est ce que j'ai fait. Ah oui, clairement. Ouais. Et ça t'a certainement mis en contact avec une certaine qualité de personne. Oh, c'est incroyable. Donc, mon pote Charles, dont je parlais, Charles Monoyer, qui avait une chevalière étant héritier, Monoyer, à qui appartient Caterpillar. Ah, oh. Oui, lui, chez lui, c'est là, hein, c'est à l'Étoile. Il a un hôtel particulier à l'Étoile. Ah, oui. Tu vois, lui, c'est le genre de personne. C'est un rentier. Un vrai, non, lui, c'est le genre de gars qui, ses parents, il les vous voit. Il dit, père, comment vous allez? Oui. Il n'y a pas de tu. Mais tu sais, ma petite sœur était en internat à Blois. Ah, les bons points, ça aussi. Voilà. C'est vrai. Ça, c'est bourgeoisie française. Voilà, on ne peut plus faire plus que ça. Et sa première année en France, elle venant du Cameroun, elle était choquée parce qu'elle avait dit, elle me dit, mais ma camarade vous voit sa mère, elle passait aller à l'école le week-end. Exactement. Elle dit, vous voit fort. On rigole, c'est quoi ces trucs des blancs là? Exactement. C'est pas tous les blancs, hein, c'est les blancs riches. Oui, c'est les nobles. Les vrais nobles. Les vrais nobles. Les vrais nobles. Lui, il m'expliquait les balles du cotillon, comment il y avait des niveaux d'introduction, des racines, les familles qu'il y avait, la compétition au sein de sa famille. Non, c'est un autre monde. Faut pas croire que les riches, leur vie est différente. Enfin, leur vie est simple, elle est juste différente. Ils ont leurs propres problèmes. Ils ont leur code. Voilà, ils ont leurs propres problèmes. Donc non, c'était intéressant. Lui, par exemple, c'est super drôle que le premier jour, il me propose d'aller prendre un café après les cours. Et toi, tu dis, mais... Je lui dis, mais café pourquoi? Je lui dis, mais j'ai faim, genre allons manger. C'est quoi cette affaire-là? Et il m'a regardé en mode, mais qu'est-ce qu'il raconte ce gars?
Je dis non, mais il y a un McDo pas loin, on peut y aller. Oui. Il m'a dit McDo? Je dis mais jamais et tout. Il m'a jamais au McDo. Mais non. Et je lui dis mais comment ça, tu veux qu'on fasse quoi et tout. Je dis il n'y a pas autre chose à côté. Il me dit mais prenons un café. Donc je dis ok, allons. Et j'arrive, je vois café, Porte Dauphine, 10 €. Oui. Un petit café. J'ai dit, ça va pas la tête, c'était un menu, frère. Non, mais pour un putain de café, hors de question. Et c'est là où tu vois que je peux être le tout bas de certains, Mais d'autres, ici, là, il y a des levels. s'il te plaît, parlons-en. Ah, ah. Parce que justement, il y a un des épisodes d'ailleurs que vous pourrez trouver Ouais. sur la chaîne qui s'appelle Riche en Afrique et pauvre chez les autres. Oui, c'est très commun ça. Où on avait effectivement un certain confort, on est Ouais. habitué à un certain statut de vie. Ouais. Et on arrive ici et on se retrouve le pauvre de quelqu'un en fait. Mais c'est pour ça que souvent j'essaie d'expliquer aux gens que les gens mélangent dans la richesse plein de choses. Ils mélangent dans la richesse, bon. Déjà, les gens pensent que la richesse, c'est la quantité d'argent. Alors que non, la richesse, c'est la capacité à créer de la valeur. Oui. Et à faire levier sur ton temps pour transformer ça en valeur pour les autres. Tout à fait. C'est ça. Donc ça veut dire que concrètement, l'argent, c'est juste un flux. C'est pas un stock. Exactement. Tu peux pas stocker C'est ça, l'argent. Tu peux c'est pas ça. dire, J'ai je suis créé riche, des j'ai théories. assez d'argent. Non, parce qu'il y a plein de gens, moi aussi, quand j'étais jeune, je pensais, le but c'est d'avoir tant de montants d'argent. Dans ton compte. Voilà. Il est là, il Et tu bouge te dis, pas. une fois que tu as ça, c'est bon. Sauf qu'en fait, l'argent part. Personne ne peut retenir l'argent, quelque chose que tu fais. Exactement. Par contre, ce que tu dois apprendre, c'est à le faire travailler pour toi et à créer de la valeur de façon naturelle. Donc ça, c'est le premier truc que tu apprends. Et la deuxième chose, c'est que Naval explique ça très bien, qui est un philosophe, un peu de Twitter, comme j'appelle, qui dit que en fait, les gens confondent la richesse et le statut parce que les riches ont un certain statut. Sauf que le problème du statut, c'est que c'est lié à une société. Donc dès que tu passes dans une autre société, Tu peux la transférer. tu peux pas la transférer le statut. Automatiquement. Tout à C'est-à-dire fait. que même si tu as tout l'argent du monde, dans certaines sociétés, tu seras toujours le bas peuple. Tout à fait. Tout à Ça n'a fait. rien à voir la richesse et le statut. Mais les gens pensent que c'est lié. Alors que tu peux au contraire être dans certains endroits, tu n'as pas d'argent mais tu as un certain statut. Exactement. Mais je pense que par exemple en Afrique, ça se voit beaucoup, les gens en parlent peu, mais par exemple la noblesse dans les villages, les chefs de village, ils ne sont pas beaucoup plus riches que les autres. C'est ça. Mais ils ont une responsabilité qui leur donne limite Un une pouvoir. classe, oui voilà, une classe, une responsabilité, une façon de se comporter. Le fils du chef de village, il n'a pas la même vie que le fils de n'importe quelle autre personne. On est d'accord. Donc il a des responsabilités différentes, une éducation différente. Et ça, on l'a encore aujourd'hui. Hein. Les gens en parlent peu, mais même chez nous, il y a une bourgeoisie qui est décorrélée de l'argent. Exactement. Exactement. Rien à voir. C'est ça. Je vais faire justement le parallèle, puisque tu arrives à Dauphine, tu fais tes études, Ouais. tu es entouré de personnes de la haute, Ouais, c'est de ça. nobles. C'est ça. Mais toi, tu es le gars qui vient du pays, Ouais, le blédard. exact, grave, fort. Très fort. Tu sais, c'est marrant parce que moi, ça fait 23 ans que je suis en France. Waouh, ok. Et mon accent du Camer, C'est là. c'est dans mon ADN. Mais vous, les caméras, vous savez moduler l'accent là. On dirait que vous le sortez que On sur commande. l'adapte en Sur fonction commande, vous de savez la ajuster, vous situation. savez sortir. Tu sais, un coup, t'as le bouffe qui sort n'importe où comme ça, et puis. C'est bizarre, on dirait vous êtes tous bipolaires dans le pays, ou tous schizo. Mais vous êtes forts, vous êtes forts. Non, c'est un continent. C'est un pas continent, système. c'est un système. Exactement. Exactement. Et tu vois, quand nous on est arrivé avec la mentalité, le bagage, Ouais. où clairement on est bien. On ne normal. vient pas parce que. Oui, on n'est pas en manque de quelque chose. Exactement. On vient parce qu'on veut suivre des meilleures études, Voilà. qu'on a plus d'opportunités en choix d'études Exactement. ici. Mais on ne vient pas parce qu'on manque en fait. Clairement. On ne vient pas parce qu'on a faim. Et on est confronté à une population Ouais. afrodescendante ici, Ah, native, qui souffre. merci. Tu vois, moi j'ai eu du mal, par exemple, pendant mes premières années d'école, Ouais. parce que les parents avaient les moyens de pouvoir payer mes études en école privée. Je n'avais pas besoin de travailler, Propre, ouais, tant mieux. tu vois. Ouais. Donc l'argent m'arrivait tous les mois. Propre. Voilà, tu vois. L'été, on flânait sur les Champs-Élysées et puis on était content. Ouais. Alors qu'il y a d'autres charbonnets forts. On comprend même pas qu'un étudiant puisse travailler en fait. On est venu pour les écoles, pour l'école. Exactement. Et quand parce que ça c'est un sujet un petit peu aussi tabou, Bien sûr. la confrontation entre cette diaspora, non peut-être même pas diaspora, c'est Les immigrés, quand on fait. les immigrés, Les immigrés voilà. choisis, qui ont choisi de venir pour un Exactement. moment, versus ceux dont les parents sont venus et qui en fait sont là et n'ont pas vraiment. Oui, ça n'a rien à voir. Open the mic. Non, c'est très simple, tu vois. Moi, l'exemple que je donne souvent, c'est un peu ce que j'avais dit à Philippe justement dans mon fameux podcast avec lui, où j'avais dit que, en fait, quand j'ai étudié en France, c'est là où j'ai vraiment eu la conviction que mes enfants ne grandiraient jamais en étant dans la minorité. Je t'ai écouté dans cette interview. J'ai Ouais. écouté ça dans cette interview. En fait, c'est quelque chose de très particulier parce que tu te rends compte que moi, j'ai des cousins
qui sont comme moi, donc, ils s'appellent Tabouret, ils sont maliens, etc., qui ont grandi dans le Marais. Ah, Le 4e, ouais, donc ils sont dans un HLM, mais dans le Marais. ok. Pas un HLM Cité, ouais. non, dans le Marais. D'accord. Donc selon les codes extérieurs de la société française, ils avaient toutes les zones et tous les avantages dans les bons coins. Tout à fait. Et ce qui était très marrant, c'est que eux, dans mes attitudes, ils me trouvaient hyper villageois. Donc en fait, il y a plein de trucs que je faisais, par exemple, je me trouvais, ils disaient tout le temps, tu parles super fort, c'est bizarre, etc. Oui. Et moi, ça me faisait toujours marrer parce que manifestement, j'avais plus de capacité que sur plein de choses. Donc, potentiellement plus d'argent. Mais ce qui est marrant, c'est par exemple, comme toi tu disais, eux, ils travaillaient, mais rarement. Moi, je charbonnais tout le temps. Oui. Et ce qui était très drôle, c'est qu'à chaque fois, ils disaient, mais Moulay, pourquoi tu profites pas un peu? Je dis, mais vous n'avez pas compris. C'est ça. Moi, je suis en mission. Je suis venu. Dans un but, il y a un précis. objectif, exactement. Je viens, je prends ce que j'ai à apprendre et puis je circule. C'est ça. Et parce que eux, ils ont toujours, ce qui est terrible, c'est qu'ils m'ont fait réaliser un truc, c'est que toute leur vie, tu sais, quand tu es un être humain dans tous les cas, le monde essaye de te changer. Oui. Ou tu rentres dans le moule. Tout à fait. Le monde aime que tu rentres dans les cases. Le problème, c'est quand en plus tu es une minorité, tu sais pas si ce qui te déborde, c'est ta couleur ou c'est ta personnalité. Dans toutes les interactions, tu ne sais pas si c'est ta couleur qui fait qu'il y a un problème ou si c'est toi. Exactement. Alors que quand tu grandis en majorité, tu sais que c'est toi, c'est pas ta couleur, c'est pas En un fait, sujet. c'est pas le sujet, C'est pas le sujet. exactement. C'est juste, donc tu peux défendre ce qui est toi sans devoir défendre ta couleur. Alors que les gens se retrouvent souvent en France, aux États-Unis, en fait, à défendre leur couleur au lieu de défendre leur personnalité, qui ils sont. Exactement. Et c'est horrible parce que ça crée un truc où tu te sens jamais accepté. Ouais, tu te sens jamais accepté. Il y a une victimisation, une revendication permanente. Mais franchement, moi je compatis. Hein. Franchement, mes cousins et d'autres qui ont grandi ici, enfin, les problèmes d'identité qu'ils ont sont lourds. Et c'est pas des trucs en plus que, pour moi, je suis une thérapeute depuis des années. Déjà, moi j'ai du boulot. Eux, le boulot qu'ils ont en plus. C'est pour ça que moi je dis souvent, moi personnellement, c'est pour ça que j'ai choisi. J'ai dit, bon, moi, dans tous les cas, c'est sûr, mes enfants là, ils vont grandir, les noirs sont la majorité des gens. Waouh. C'est tout. C'est un choix de vie. Oui. Et moi, je voulais aussi qu'ils voient aussi un autre truc que forcément les gens n'ont pas ici. C'est pareil, comme je disais, parce que c'est une société dans laquelle qui est abondante, ils ne connaissent pas. En fait, la définition de la galère pour un Français n'est pas la même pour non, mon ami. Quand tu vois quelqu'un vraiment être dans le bendo, ne pas savoir comment il va manger, oui. Ça en France, c'est foreign. Même les SDF, en vrai, ils savent comment manger. Si, ils ont le choix. Ils ont le choix, quelque part. Quelque part. Mais je trouve que moi, c'est ce que je voulais aussi, c'est que je me suis dit, moi, c'est un truc qui m'a façonné aussi. Tu es plus affûté quand tu as vu ce qui se passe quand tu te laisses trop aller, quand tu sais que le dehors est risqué. Et quand tu viens ici, tu sens que les gens sont trop à l'aise. Toi, tu sens que... Toi, tu sais que ça peut très mal finir cette histoire. C'est vrai, donc, du coup, moi, j'ai beaucoup aimé, quand j'étais là, vraiment, échanger avec les gens et un peu, bon, comme on dit, c'est un peu comme deux lames qui s'affûtent. C'est-à-dire que tu rencontres des gens, il y a des gens, tu vois, Charles, par exemple, il est vraiment fortuné. Oui. À tous les niveaux, mais c'est un gars qui a une ambition que j'ai rarement vu des gens être aussi ambitieux. C'est-à-dire que même s'il a une cuillère en or dans la bouche, voilà. La cuillère et la mine. Mais oui, mais la différence, c'est que sa cuillère en or dans sa bouche là. Lui, il y a tous les gens autour de lui ont des cuillères en or dans la bouche. Donc c'est pas un élément distinguant. D'accord. C'est pas un truc de ouf. Oui, c'est son normal. C'est son normal. Et lui-même, il doit se taper dans sa propre famille pour savoir qui va être héritier, oui. qui va avoir quel rôle. Lui est à Dauphine, c'est pas terrible, tous ses cousins sont à l'HEC. Tu vois, il y a des... Non mais il y a les niveaux, là-bas. Donc, quand tu vois des gens comme ça, tu te dis en fait, tiens, là où moi je suis, je pense que c'est ce qui est le plus important pour les gens qui nous écoutent, c'est qu'il faut être content de là où tu es. Absolument. Il faut avoir de la gratitude. Où que tu sois là, il faut trouver un moyen d'avoir de la gratitude et te dire, moi au final, qu'est-ce qu'il moi il me faut. Pas être trop dans le, comparaison, oui, comparé à ceux qui sont venus d'Afrique, ils disent ça, eux ils ont ci, moi j'ai pas ça. Tu vois, moi je dis souvent aux gens, mes cousins par exemple, ça les faisait rire, moi j'étais incapable avant de faire mon lit. Ou de faire la vaisselle. C'est un truc pour un homme africain qui a grandi en Afrique. Je savais rien faire. Quand je devais apprendre à faire des steaks, ils étaient morts de rire. Oui. Parce que pour eux, à 8 ans, 9 ans, c'est maman laisse à la maison et puis vous se gérez. Ah oui, voilà. C'est vrai. Mais j'étais limite un assisté à un moment. Tout à fait. Mais j'ai dû apprendre pour survivre. Donc tu apprends. Et pour terminer, comment est-ce que justement tu as réussi à faire le lien et à capter les codes? Parce qu'aujourd'hui, tu es un homme pas seulement africain, mais tu es un homme international. Tu nous parles de l'Asie, tu es régulièrement, les États-Unis, l'Amérique du Sud. Aujourd'hui, on est en France. Demain, je ne sais pas où tu seras. Demain, je vais à Copenhague. Copenhague. Tu vois. Donc, comment est-ce que tu as fait justement? Et non seulement tu arrives à fonctionner dans tous ces pays, mais également à
être Toi-même. qui tu es. Ouais. Comment tu as réussi à faire le pont? Moi, c'est vraiment, c'est une C'est une vraie vraie question. question. Ouais, alors j'ai trouvé un jour une réponse à ça dans un article de Paul Graham qui s'appelle How to do great work. Donc il dit comment faire du bon boulot. Il y a une phrase qui dit dedans qui m'a marqué beaucoup. Il dit l'originalité est aux réponses ce que la curiosité est aux questions. L'originalité est aux réponses ce que la curiosité est aux questions. Et en fait, en tant qu'être humain, ce que ça veut dire, c'est que ce qui te permet d'être quelqu'un d'original, d'unique, c'est la curiosité qui te permet de te poser les bonnes questions. C'est ça. Et de poser les bonnes questions aux gens. C'est-à-dire que, tu vois, Charles, je ne l'ai pas pris de haut. Oui. J'ai pas dit, ou bien je n'étais pas en colère contre lui. J'aurais pu être. Tu n'as pas fantasmé sa vie. Voilà. Et je n'ai pas été en mode, moi je suis l'Africain qui vient d'arriver, lui c'est le blanc pété de thunes avec sa petite frange qui était jamais dans un kebab de sa vie. Oui, oui. J'ai pas fait le mec qui est en mode en opposition. J'étais curieux. Je dis, mais en fait, c'est quoi tes affaires de café? Pourquoi tu veux le café alors qu'il y a à manger? Avec le prix que tu payes, tu peux, nanana. Donc tu vois, en fait, je pense que ce qui sauve dans le monde actuel dans lequel on est, c'est qu'il faut être curieux. Oui, oui. Et il faut se connaître assez pour ne pas... Et ça, c'est là où c'est plus dur quand tu as grandi dans un environnement de minorité, c'est savoir que toi, c'est toi. Oui. Il y a des choses que les gens mettent sur toi et que ça ne doit pas affecter comment toi, tu te perçois. Tu peux répéter s'il te plaît, parce que C'est ça, ça. c'est... Là, qu'il y a... Ouvrez les guillemets. En fait, non, c'est-à-dire que pour pouvoir reconnaître ce qui t'est propre, ta personnalité, ton originalité, ça ne peut venir que si jamais tu as la curiosité d'aller vraiment connaître les autres. Il faut que tu essayes pas de toujours être en opposition ou toujours mettre de la distance entre toi et les autres. Vous pouvez ne pas être d'accord, ne pas être pareil, ne pas avoir la même personnalité, mais toi, tu sois curieux de comprendre c'est quoi leur réalité. Qu'est-ce que eux ils voient que tu vois pas? Qu'est-ce que toi tu vois qu'eux ne connaissent pas? Je me souviens le jour où on a trop rigolé avec la première fois avec Charles, c'est au bout du deuxième jour, il me dit, je sais plus, il fait une blague sur la moustache d'un prof, il dit on dirait Dali. Oui. Et moi, en bon malien de base, je lui dis c'est qui Dali? Tu sais qu'il était choqué, il était énervé en mode mais arrête de faire semblant et tout, tu peux être un dauphine parce que c'est qui Dali? Je lui ai dit tu sais c'est qui Tupac? Et Il m'a regardé, il dit c'est qui Tupac? Je dis voilà. Et attends, je lui ai dit tu sais qui Michael Jordan? Tu connais pas Michael Jordan? À ce point de... En fait, on n'a pas les mêmes mondes. En fait, on vit sur la même planète, mais c'est des dimensions complètement différentes. Ouais. Autant tu vas dire, même pour toi, c'est la base fondamentale de c'est- l'être humain. Alors que nous, on n'a rien à voir. Lui, il connaissait pas Michael Jordan, je connaissais pas Salvador Dali. Et ça veut pas dire qu'on va pas discuter. C'est ce que je dis aux gens, en fait. D'autres personnes se seraient énervées. Oui. Et auraient dit, c'est irrespectueux, c'est un ignorant. Non, et juste dit, mais comment c'est possible? Donc, je lui ai montré. Je lui ai dit, mais regarde, est-ce qu'un athlète n'a jamais dominé aucun sport comme ça? Là, il me commence à me parler de ses conneries de tennis. Je dis, non, c'est pas la même chose, mon ami. Regarde ça c'est pas pareil. Regarde ce qu'il fait. Regarde, mais s'il me dit, non, mais attends, il y a lui, il y a tel gars, il me montre d'autres gars, de ces gars qui sont chauds. Et voilà. Il a commencé à me parler de Agassi, de tu vois. Oui. Du coup, chacun. Et quand tu fais ça, tu es à l'aise partout. Exactement. Tu n'as pas de problème. Ouais. C'est la curiosité qui te sauve. Wow. Pour être original, il faut être curieux. Tu peux pas être. Les gens pensent que l'originalité, c'est dans la réflexion. C'est genre si tu réfléchis beaucoup, tu vas Ou pouvoir alors trouver. si tu vas toujours être en contradiction Voilà, avec l'autre, exactement, toujours. Voilà, prouver que- toujours. Voilà. Alors que non, c'est en allant vers les gens, en écoutant vraiment les gens, que tu découvres des choses qui te rendent plus original. Wow. C'est pas en s'éloignant, c'est pas en s'opposant. Et moi, j'ai appris beaucoup de choses en t'écoutant. Ah mais merci, écoute, moi aussi tu m'as rappelé des bons souvenirs et c'est même que ta soeur a vécu et tout. Non, c'est la vie, hein. Franchement, tu sais, il y a des histoires comme ça malheureusement où les gens n'ont pas... Les gens pensent qu'ils sont seuls à vivre ça, mais bon. C'est l'expérience humaine. C'est l'expérience humaine, mais c'est aussi l'expérience des Black Bourges. Exactement. On est beaucoup. Et je veux, pour terminer, tu disais dans un de tes podcasts avec Aïe, Entrepreneur State of Africa, Je ne connais pas. que tu es snob et que tu assumes. Complètement. Et tu sais, c'est une réalité à laquelle j'ai dû... Toi-même faire face. C'est pas facile de dire que tu n'aimes pas la populace. Non, enfin... Tu peux le dire. La plèbe. C'est ça le vrai nom. Non mais c'est pas grave. Enfin, tu sais, la médiocrité, c'est avoir 10 sur 20. Oui, Ça veut pas dire que c'est des gens moins bien. oui, Ça veut juste dire qu'on n'est pas pareil. oui, Mais c'est aussi une exigence personnelle. absolument. Voilà. C'est-à-dire que si je dis ça, c'est parce que si on m'attrape en train de faire un truc médiocre, je vais prendre cher. Oui, oui, c'est ça. C'est vraiment un miroir aussi vis-à-vis de soi et une responsabilité personnelle parce que... Mais véritablement, tu étais la première personne au monde, like literally, que j'entends assumer parce que moi, mes frères et mes soeurs tout le temps, ah non mais toi Isabelle, enfin,
Tu es différente. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ça veut pas dire que tu les aimes pas plus ou ils ne t'aiment pas moins. Mais tu vois, le fait de pouvoir le dire, de l'assumer, et je pense, il y a un épisode encore une fois qui parle de ce sujet où j'ai dit les personnes exigeantes sont chiantes. Forcément. Parce que du coup, elles nous poussent dans notre médiocrité et autres. Et donc, je développe, mais merci. D'avoir mis un mot, d'avoir vocalisé ce que beaucoup pensent. Et d'ailleurs, j'espère que vous allez apprécier cette vidéo. Vous allez laisser les cœurs, des commentaires. Abonnez-vous sur la chaîne Entrepreneur State of Africa. On a un Instagram aussi. Et un Instagram. Ils ont un canal Telegram apparemment qui cartonne. On discute bien. Et si vous êtes voilà, dans le domaine du business, créateur, et que vous souhaitez aussi exposer vos créations, mon collier vient de chez Africrea. J'ai beaucoup de compliments. Je l'ai acheté d'un créateur kényan qui vend sur la plateforme. Et voilà comment effectivement entre bourgeois noirs, on peut faire changer les choses et créer des ponts entre nous qui sommes en Europe, en Occident ou dans d'autres pays et ceux qui sont en Afrique. Merci de nous avoir suivis. Merci Moulay. Merci Isabelle. Franchement, un plaisir.